de voir, c'est Daniel Negreanu qui, après plus de 10 ans d'attente, remporte enfin son 7e bracelet. Et je sais ce que vous dites, un reportage poker avec beaucoup de wins, beaucoup de belles histoires à l'intérieur et des grands moments de gloire. Non, ça les gars, ça s'appelle le documentaire de Clément Richez. Allez-y, allez le voir, il est vachement bien. Je vous mets le lien en description. Non, là, nous c'est pas ça. J'ai pris certains des meilleurs entrepreneurs et joueurs français et belges. Michael Gatti, Thomas Boivin, Alexandre Baport, Cécile Ticharfatine, Adrien Guyon et Erwan Pêcheux. Des millions sur leur Eden Mob, des millions sur leurs entreprises. Et pour ces WSOP 2024, rien. De la loose, que dalle, walou, rien. Ah ben c'est ça, des fois, tu fais les mauvais paris, j'aurais pu parier sur Daniel Negreanu, mais il m'a pas appelé. Dans le paradoxe qu'il y a à avoir d'aussi bons joueurs, d'aussi bons entrepreneurs dans le poker en plein échec, le discours de vérité apparaît. Vous allez entendre ces personnalités comme vous ne les avez jamais entendues, se livrer à cœur ouvert et dire leur vérité sur leur vie, leur situation, leurs doutes, leurs espoirs sur le futur. Bienvenue dans le paradoxe des cartes WSOP 2024. Donc Thomas se main au final, non. Ouais, décevant. J'avais pris 4 jours de congé avant, en Californie, dans la forêt, dans la montagne, faire des hikes, méditation, mettre des intentions, comment est-ce qu'on aborde ce mail de la même manière et tout. 6h30 plus tard, je suis out. Quel enfer, quel métier ingrat. C'est quand même dingue qu'au poker, tu peux être un des meilleurs au monde, je dis pas que c'est forcément le cas, hein, mais tu peux être un des meilleurs au monde et te faire racler par des purs amateurs pendant 1 mois. C'est quand même une des seules disciplines au monde où ça arrive. Ça n'existe pas. Le problème, c'est que beaucoup de joueurs de poker veulent une liberté et avoir une vie où ils la contrôlent, etc. Et cette liberté, pour eux, dans leur sens, ils se disent, bah, j'ai pas envie de bosser si je suis en train de gagner, comme tu disais, le SMIC, toi, par exemple. Et ils veulent avoir beaucoup de temps libre, etc. Et ils se disent, bah, ouais, non, j'ai choisi, je sais pas si c'est inconscient ou conscient dans un sens, mais ils se disent ça. C'est la liberté, mais en refusant les responsabilités qui vont avec. Exactement. Et si tu réfléchis, en plus, normalement, il devrait se dire, la liberté, c'est après. Il devrait se dire, là, je bosse mon jeu, je bosse, tu vois, mais la liberté, c'est... Ouais, je gagne de la thune, et après, je serai libre. C'est pas maintenant, tu vois. Et la liberté, c'est déjà, en fait, tu choisis ton chemin, tu choisis ce que tu fais. C'est déjà incroyable. Ouais. Genre, devoir bosser dur dans un domaine qui te passionne, c'est génial, c'est une chance, tu vois. Ouais. Mais même là, t'as l'impression qu'ils ont pas toujours envie de bosser. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ils sont un peu ungrateful. Toi, tu l'as vu avec Pure Poker, toi? De quoi? Avec Pure Poker, tu l'as vu en montant ça que t'en as certains où tu te dis, ouais, les mecs... En fait, c'est plus... je comprends. En fait, j'arrive pas à comprendre comment les gens ne comprennent pas qu'un investissement sur toi-même, dans ton apprentissage, quel que soit le domaine, hein. Là on parle de Pure Poker, mais que ce soit genre la santé, que ce soit des coachings, que ce soit le tantra, enfin peu importe, tu prends un coach, t'investis sur toi-même, le ROI il est genre infini. Imagine tu vas peut-être vivre dans le pire des cas 50 ans, dans le meilleur des cas 200 ans. Tu vas... Ah là, 200 ans, voilà. Moi je suis sur 200 ans plus ou moins. Ok. Genre tu vas mettre à profit. Non mais cette phrase, attendez, on peut revenir sur cette phrase folle. Moi je suis sur 200 ans plus ou moins. Plus ou moins. Ouais. Tu penses vraiment qu'on y arrive? Ouais, je pense. Ok. 200 ans, c'est mon espérance. C'est une estimation à... Moi, c'est juste un problème plus ou moins 100 ans près. À plus ou moins 100 ans près, ouais. Et dans ce laps Non, parce que moi, si tu vois ma gueule, tu me donnes 60 ans et tu dis franchement, c'était déjà bien. Hein. C'est déjà pas mal. Il a run good. Il a rendu good, à 60 ans, je peux te dire, c'était vraiment belle vie, très belle vie. Et donc je t'ai coupé, ouais. Oui, mais donc tu gagnes 1%, je sais pas, par semaine pendant 50 ans. Genre, c'est incroyable, l'effet cumulé de s'améliorer dans quelques domaines que ce soit, tu vois, et que ce soit sur les répercussions business, mais que ce soit la santé, que ce soit ton bonheur, que ce soit ton bien-être, que ce soit, enfin, ta clarté, ta vision, enfin, peu importe, tu vois. Et donc, moi, ce qui me tue, c'est que les professionnels du poker ne se rendent pas compte qu'investir 300 balles par mois,
ça peut te rapporter, je sais pas, 10% de 500K peut-être par an. Ça peut te rapporter 50K par an. Ça peut te rapporter, si tu joues encore pendant 10 ans, je sais pas moi, 2 millions. Ça peut te rapporter, enfin, ça peut t'offrir des opportunités. Donc ça, moi, j'arrive pas à comprendre, tu vois, que les gens... Encore plus pour les pros. Ouais, pour les pros, voilà, c'est ça. Un amateur, Je comprends parce qu'il voit pas vraiment Ouais. le gain sur le long terme, comment calculer tout ça, qu'est-ce que tu vas en tirer exactement sur le long terme. Mais nous, on est tout le temps dedans, constamment dedans. T'es dans les chiffres non-stop. Tu sais quantifier beaucoup de choses. Et ça, tu peux quasiment le quantifier, quoi. Facilement. Et donc, c'est dur, quoi. C'est dur pour moi de pas capter que les gens comprennent pas comme ça. Ouais, mais est-ce que ça veut dire qu'ils ont peut-être pas compris le métier qu'ils sont en train de faire aussi? Possible. Je sais pas, je suis pas dans leur tête. Tu vois? Non, mais qu'ils ont Je me peut-être pas demande compris. exactement la vraie raison, tu vois. La raison de pourquoi est-ce que c'est juste parce que t'es trop lazy, parce que t'es trop un peu pourri et que t'as pas spécialement envie de donner plus d'efforts et que tu te sens bien, t'es dans une sorte de zone de confort, comme tu disais que tu gagnes pas énormément, et tu te dis bah là où moi j'irai, je suis bien, je sais pas si je veux vraiment investir du temps là-dedans, et en fait quoi, si je commence à me coacher, en fait je suis pas vraiment meilleur. ça va être difficile. Ouais. La zone de confort, c'est un gros problème. C'est un énorme problème. C'est sûr. Bon, alors, ce Vegas pour l'instant? Écoute, honnêtement, un peu décevant. Ouais. On en parlait tout à l'heure, mais ce Vegas jusqu'à présent, j'ai fait 3 ITM sur genre 30 tournois. Et le truc, en fait, c'est que j'ai des grandes attentes. Ça fait environ 2 ans que je suis vraiment au pic de ma forme. Je perds quand même assez souvent. Juste avant Vegas, donc au mois de mai, il y avait des séries online. J'ai bien perfé, j'ai fait plusieurs TF, 2 victoires, voilà, des bonnes séries et tout. J'arrive ici, tu vois, je suis le meilleur. Le niveau est beaucoup plus bas ici. Et je me fais ramasser pendant 30 jours. Donc mentalement, c'était un peu plus frustrant, on va dire. Bon, moi, ma frustration, elle dure 10 minutes, tu vois. Je m'autorise pas à être frustré plus longtemps que ça. Mais ouais, les attentes, j'avais des attentes qui étaient plus hautes et avec des résultats plus rapides. Donc voilà, là il reste quand même 10 tournois pour perfer. Je repars pas du désert sans un trophée de toute façon. Ça... C'est quoi la vie de Thomas Boivin? Parce que toi, t'es un peu un cas à part. Tu joues cher. C'est déjà que t'es un très bon joueur. C'est quoi ta vie, toi, comparé à un joueur pro lambda? C'est quoi la différence? C'est les enjeux? C'est la manière dont tu travailles? C'est les attentes qui sont plus élevées? Les déceptions qui sont plus grandes? Je pense que une de mes caractéristiques, je dirais, c'est que je choisis vraiment le chemin de la performance. Pour moi, c'est vraiment une passion d'être la meilleure version de moi-même en dehors des tables, mais aussi aux tables. Et donc, ça veut dire que moi, je trouve ça passionnant d'aller à la gym avant un tournoi parce que je sens la différence sur mon cerveau. Je mange, tu vois, vraiment super clean, nutrition un peu spéciale parce que je sens la différence sur mon cerveau. Toute ma vie est un peu orientée sur comment performer au poker le mieux, tu vois. C'est-à-dire que t'es toujours en quête, toi, quoi. Ouais, clairement, le feu est toujours, la flamme est toujours vive et je veux des victoires que j'ai pas encore eues sur certains types de fils, sur certains. Je veux un bracelet, par exemple. Tu penses à ça, bracelet, entre autres? Ouais, voilà, c'est pas ma priorité. Je vais pas choisir un tournoi des World Series juste pour ça, mais c'est un titre que j'ai pas encore gagné, tu vois. J'ai pas mal de titres différents. Le bracelet, je l'ai pas encore. Et j'ai découvert le poker quand j'avais 16 ans et j'ai regardé les World Series à la TV, donc c'est quand même un truc qui serait cool. C'est une frustration? Non, simplement, je sais que ça viendra, je sais juste pas quand, je sais pas combien, je sais qu'il y en aura au moins un. Mais c'est pas une frustration, c'est une motivation supplémentaire, on va dire. C'est quoi le regard des gens sur toi, tu penses, du milieu du poker, de ce que tu as accompli, ce que tu n'as peut-être pas encore accompli? Je pense que ça a changé un petit peu, on va dire, sur les 2 dernières années où j'ai gagné plus de titres un peu plus médiatisés. Online aussi, je me suis fait un peu plus connaître de mes pairs, etc. Donc je pense que je m'imagine moins connu que ce que je suis. Moi, je pense encore quand j'arrive aux tables que personne me connaît, que je suis un peu un jeune ou quoi. Et là, j'ai l'impression que ça quand même a changé quand même. Même aux États-Unis, ici, la plupart des tables, ils savent qui je suis, alors que, enfin, je sais pas trop comment, mais. Bah, il y a ton nom qui revient souvent quand on parle des très bons joueurs. Toi, t'es plus, tu sais, le petit joueur entre guillemets qui vient jouer ces $40,000 à Vegas. Les gens savent que tu vas jouer cher, Ouais. que tu vas jouer des gros titres. Il y a une rumeur persistante au bout d'un moment sur toi. Ben, ce qui est sûr, c'est que
le regard des autres sur Thomas Boivin, je sais pas te le dire exactement, mais je pense que, étant donné que je suis dans la quête de performance et que je me donne à fond et que je me vois faire du progrès depuis 5 ans, ça se reflète probablement aussi sur mon jeu, sur ma consistance. Donc je pense que oui, on me considère comme un bon joueur. Après, je crois pas que tout le monde sait les efforts que je mets derrière, tu vois. Ah justement, Ouais. qu'est-ce qu'ils voient pas les gens? Qu'est-ce que les gens ne voient pas? Ou, limite, tu sais même, on soupçonne pas. Ok, je pense que un des mythes vraiment sur le poker, c'est les enjeux. Et c'est, tu vois un gars sur Facebook qui poste 3 fois par an, et il a mis j'ai gagné 100K, j'ai gagné 150K et j'ai gagné 200K, et tu dis le gars il a fait 400K. Mais en fait non, peut-être le gars il a buy 600K et donc il a perdu 200K sur son année. Donc je crois que les gens, ce qu'ils voient pas, c'est la variance. On perf, on a des périodes où on perf et on poste et on brague et on met nos photos de trophées, etc. Mais ça veut pas forcément dire qu'on est up 2 millions cette année-là. Ça tombe, on vient de revenir à zéro et on est heureux, mais on est passé par un moins 400K. Donc ça, c'est peut-être une des choses que les gens ne voient pas, c'est la variance, et c'est à quel point c'est compliqué, c'est peut-être ingrat un peu comme jeu, quoi. Comment tu contres ça, toi? On va devenir fou à se dire parler du main, on a vu une séquence de toi qui parle du main, mais tu te dis putain mais j'ai tout bien fait, pourquoi? Ouais, la première chose c'est une gestion financière. Il faut que tu puisses perdre 25 fois d'affilée sans que ça t'impacte, ça c'est obligatoire. Je dis 25 mais c'est 50, c'est plus. La deuxième chose pour moi c'est le choix du bonheur. Je choisis d'être heureux, je choisis d'apprécier les petites choses dans la vie. Je vais voir un colibri tantôt dans un arbre, ça va faire ma journée. Mais est-ce que c'est une position d'heureuse ou c'est presque une position, tu sais, un peu niaise? Tu sais, tu vois ce que je veux dire par là en disant ouais bon c'est mignon mais c'est un peu too much. Moi je trouve que moi je le ressens comme du vrai bonheur. Mais ça vient comme on en parlait tout à l'heure, mais genre je suis très reconnaissant de plein de choses dans la vie et notamment je suis libre, je vis de ma passion, j'ai une famille, j'ai rencontré la femme de ma vie. Genre j'ai tellement eu de chance dans ma vie que je suis chanceux pour tout le reste de ma vie quoi qu'il se passe, tu vois. Et du coup, parfois même si je me dis j'ai pas eu de chance, j'ai perdu mon main event, parfois je vais un peu m'auto-dérisionner et je vais être là, oh Thomas, t'as perdu ton petit tournoi à Vegas, tu voyages le monde pour jouer aux cartes, c'est ta passion, et aujourd'hui t'as pas eu de chance, t'as vraiment pas de chance mon grand, tu vois. Et là ça me fait rire et je me dis ok c'est bon, arrête tes couilles, tu vois, on est heureux quoi. Pourquoi t'as réussi plus vite là où d'autres mettent plus de temps ou n'y arrivent pas? Je pense combinaison d'ambition et de rigueur, et probablement je suis assez malin, genre voilà, c'est ce que je pense quoi. Ouais. L'entourage ça fait partie d'être plus malin. L'entourage c'était l'étape numéro 3. Ouais, c'est une très bonne remarque. J'ai commencé ma carrière de joueur de poker de tournoi et j'ai commencé en solo sur les solveurs et je bossais comme un dingue. J'avais des solves qui tournaient pendant la nuit, j'analysais, j'avais des rapports sur Excel et tout. Je faisais beaucoup de boulot tout seul. Donc ça c'était la rigueur, c'est l'ambition d'aller plus vite que ma compétition. Parce qu'au final c'est ça au poker et dans la plupart des disciplines, la seule chose qui importe c'est t'améliorer plus vite que ta compétition. C'est vraiment une fois que t'accomplis ça, tout le reste ça suit. Et du coup, j'avais ça, j'avais la rigueur, j'avais l'ambition de devenir un des meilleurs, etc. Et j'étais personne, tu vois, j'étais un petit jeune, machin. Je pense que le fait que je sois malin, ça m'a permis d'aller plus vite. Et puis, j'ai rencontré une communauté, une équipe, vraiment une team de joueurs, on est une vingtaine de tous les pays. Et en fait, on a commencé à collaborer. Et donc ça veut dire quoi en pratique? Je mettais 40 heures dans un sujet, je leur faisais une présentation d'1 heure sur ce que j'avais découvert. Et eux faisaient pareil. Et en fait, on s'est vraiment élevés tous ensemble. Et là, ça a été ce qui a déclenché et ça a été très vite, quoi. On n'y arrive plus seul aujourd'hui au poker? Je pense qu'on peut y arriver plus facilement qu'avant, en fait, parce que les outils sont beaucoup plus performants, avec l'intelligence artificielle, etc. Mais ça ne me paraît pas être la voie du moindre effort. T'es très ami avec Michael Gatti. Oui. C'est un peu ton opposé, Michael. C'est-à-dire que toi, on te voit, alors peut-être qu'on se fantasme, on te voit comment on appelle ça, le business boy, tu vois, sérieux. Michael, on voit le mec plus fantasque, plus un peu arraché, fou dans la vie, tu vois.
Les deux sont possibles quand on est professionnel. Ah oui, bien sûr, oui. Il te permet aussi d'être différent, toi, d'avoir un mec comme ça avec toi, proche de toi, qui est pas exactement pareil, qui voit les choses différemment, qui travaille peut-être différemment, qui s'entoure peut-être différemment. Tout à fait, oui. Clairement, il y a de la valeur dans la diversité. Mika et moi, on n'est pas depuis très longtemps. Et on a beaucoup en commun au final, malgré les apparences. On est en termes de mindset, de mentalité, de principes et de valeurs, on est... Est-ce qu'il est moins fantasque que ce qu'on croit et que tu es plus fantasque que ce qu'on pense? C'est une bonne question. Je pense qu'il est autant fantasque que ce qu'on croit. Et je pense que je suis plus fantasque que ce qu'on croit, ouais. J'ai une image fort sérieuse, etc. Ceux qui me connaissent surtout d'avant, l'université et tout, bon, eux, voilà, on leur fait pas. Eux, ils ont des preuves. Ils ont des preuves, malheureusement. Mais ouais, c'est vrai que je suis dans une phase de ma vie où j'adore, en fait, ce chemin qui est un chemin de haute performance, tu vois. Je kiffe, quoi, le chemin. T'es obligé d'y arriver pour être heureux à la fin? En fait, c'est ça que j'aime avec le chemin, c'est que comme je kiffe le chemin, genre je suis déjà heureux. Si tu veux, il y a un auteur que je respecte beaucoup, Vishen Lakhiani, qui décompose un peu comment est-ce qu'on devient extraordinaire, qui a analysé des centaines de businessmen, d'athlètes, et un des thèmes récurrents, c'est que la plupart des gens qui réussissent vraiment très très haut niveau sont en général heureux avant de réussir. C'est pas une fois que j'aurai ça, je serai heureux. C'est ok, je kiffe ma vie, je fais mes choix, je suis libre, je prends mes responsabilités, ça me rend heureux, je kiffe le colibri dans l'arbre, et puis quand je réussis, je réussis et ça sera un bonus, tu vois. Donc c'est un peu là où j'en suis. Si ce Vegas, si je me plante, ça va me prendre 3 jours pour rebondir, avoir des nouveaux objectifs et être passionné par la vie encore, tu vois. Je pense qu'une autre réalité, c'est vraiment à quel point c'est un job pour pas mal de joueurs. Et donc, Vegas, c'est quoi en fait? C'est des tournois tous les jours, plusieurs tournois par jour. Et donc, tu as vraiment pas mal de joueurs qui vont commencer un tournoi au Paris, ils vont bust à 16h, ils vont aller jouer un satellite au Win, ils vont bust, ils vont aller à l'Orléans, ils vont jouer 3 tournois par jour, tu vois. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la grind. Et ils ont raison? Oui, selon les buy-in. Si t'as pas une grosse bankroll, etc., tu joues des tournois moins chers, tu peux en jouer plusieurs par jour, les structures sont plus rapides, etc. Après, moi, je trouve que les gens ne respectent pas assez la valeur de leur temps. Grinder 10 heures un tournoi à 600 balles, ton hourly rate, c'est peut-être $30. $40, je sais pas moi. T'aurais peut-être mieux fait d'aller étudier 2 heures, engager un coach, faire du sport et te reposer. Et pour le lendemain, pour la semaine d'après, pour le mois d'après, pour l'année d'après, c'est comme ça que tu vas évoluer plus vite, en investissant sur toi-même, tu vois. Si tu passes ton temps à grinder, ça laisse peu de place pour l'évolution, pour la progression, plus... Et donc, c'est là que je pense que ça peut être une erreur, c'est avoir la tête dans le guidon, comme on dit, tu vois. Moi, je suis fort comme ça. Parfois, j'ai la tête dans le guidon, je me dis, ok, j'ai un projet, je me retourne, ça fait 1 mois que je suis dedans, et là, heureusement, j'ai ma femme qui me réveille, qui me dit, bon, on va prendre 2 jours de congé, on va se poser les bonnes questions, on va voir où est-ce que notre vision est trop comme ça, tu vois. Et c'est comme ça que tu gagnes du temps, ou t'évites d'en perdre plutôt. Là, on était avec des mecs, des amis à toi, puis aussi des élèves de Pure Poker. Mais tu leur dis quoi à tes élèves? Le message, je te parle pas de technique, je te parle le message que tu as envie de leur donner d'entrée, parce que t'en as qui forcément, quand ils viennent, ils veulent être Tony Calgati, ils veulent être le Thomas Boivin dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Tu leur dis quoi, ces gens-là? Tu les mets en garde? Non, jamais. Ils auront assez de personnes dans leur vie qui vont les mettre en garde. Moi, je ferai partie de ceux qui leur disent, ok, premièrement, à quel point t'en as envie, à quel point tu le veux. Est-ce que c'est plus que, tu vois, more than what you want to breathe, plus que vraiment tout. Et à partir de là, ok, quels sont tes plans, comment tu vas y arriver. Mais moi, je ferai toujours partie de ceux qui te diront, vas-y, fonce. Si tu te plantes, au moins, tu te planteras en ayant fait un truc dans lequel tu as cru en toi-même, c'était ton projet, etc. Tu vas apprendre beaucoup plus que 10 ans d'école n'importe où. Donc, ouais, je leur dis, crois en toi, vas-y à fond. Pour moi, le succès, c'est une décision. Ça veut dire que tu crois que le poker, même s'ils n'y arrivent pas, ça peut suffisamment leur apprendre de choses de la vie pour les aider pour d'autres choses? Ça dépend comment tu mènes ta barque, mais potentiellement, oui. Tu vas apprendre beaucoup sur toi-même, tu vas apprendre beaucoup sur une prise de responsabilité, sur la gestion de risque, tu vas peut-être rencontrer des gens, tu vas peut-être...
Ça dépend vraiment sous quel angle tu l'attaques, quoi. Si tu mets tous les moyens en œuvre, et que tu tentes un truc, et que tu te plantes, et que tu te relèves, c'est une leçon d'une valeur immense. Tu sais que tu peux le faire, tu sais que tu peux te planter, tu sais que tu peux tenter d'ouvrir une boîte dans un autre domaine, et que tu vas pas mourir. Genre, le pire qui t'arrive, c'est d'être broke, et c'est bon, t'auras de la famille, t'auras des amis, enfin, tu vois. C'est quoi l'erreur que t'as faite pendant très longtemps et tu le savais pas, tu en as aperçu plus tard, tu te dis mais merde. Sous-estimer l'impact de perdre du temps. Et mais justement en STX, et justement avec les joueurs qui sont stackés, ça peut être très facile de se dire ok, je vais aller jouer tous les STX, je vais aller jouer 4 millions par an et je m'en fous, je suis stacké de toute façon, c'est des investisseurs et si je swing, c'est pas grave, je n'assume pas la responsabilité financière, mais ce que tu assumes, c'est le temps. C'est que si tu perds du temps, si tu fais des erreurs, ça te prend 1 an, 2 ans, 3 ans de revenir, tu vois, à flot et pendant ces 3 ans-là, bah, t'aurais pu progresser, t'aurais pu aller plus vite. Mais ça m'avait mis la pression. Bah ouais, quand t'as la pression familiale, c'est terrible. Mais tu bouffes quoi? C'est quoi? On découvre Las Vegas, quoi. Popcorn, c'est à la boutique du casino. On peut acheter avec le point de Rackback, c'est du Rackback. C'est du Rackback? Ouais, c'est du Rackback, mais je suis sûr que ça coûte $17 normalement, cette merde. 12. Tiens, tu vois. Les bananes, elles coûtent $5. C'est obligé que cette merde en coûte. Ils étaient en pénurie de bananes hier, apparemment. Ils étaient en pénurie de cash aussi hier. C'est ce que Damien m'a dit. Il n'y a plus de bananes, il me dit, il y a du business à faire. Mais mec, c'est vraiment du café que tu fais? Oui, oui. Mais ça prend un temps. Ouais, mais c'est ça qui est fun. Mais c'est du pur café, vraiment. C'est du pur café. Attends, mais t'as vu le nombre de sacs? Ah, mais regarde, hop. Les sushimistes. Un de plus. Ok, encore. Non, mais attends, c'est quoi tout ça là? C'est que des arabica différents alors? Ouais. Ah, il aurait dû être cuisiné, je te dis, c'est sûr. C'est sûr que tu seras bien quand tu auras un resto, toi. Ouais, Oh, c'est vraiment chill. Attends, par contre, le look est fou. Hein. Moi, je veux juste que là, le. Je sais pas si le docu améliorera l'image vraiment perçue. Tu vois? Je sais pas. J'aurais l'air moins méchant. Ouais. Mais on peut avoir 4 bracelets et être en kilt. Et être un baraki. Et être un baraki en kilt. Tu m'avais dit l'autre jour, quand je suis venu chez vous, je suis pas sûr que les gens aient une bonne image de moi. Ouais. Quoi? Bon, je t'avais un peu expliqué, c'est juste que genre il y a toute une époque où... Bon, surtout quand j'étais plus jeune, j'avais moins confiance en moi. Et du coup, je pense que le poker, c'était un peu une façon de genre booster mon ego. Et c'était un truc auquel je savais que j'étais fort, plus fort que les autres. Et du coup, bah, je tapais un peu sur le nez des gens par-ci par-là pour essayer de me booster moi-même. Mais t'étais un peu injuste ou t'essayais quand même de garder une part de... Bah, je pense que c'était juste, mais c'était pas nécessaire, quoi. Genre, pourquoi est-ce que je devrais aller dire à ce mec t'es nul ou je suis meilleur que toi? Je pense pas que ce que je disais était faux, mais ça avait pas vraiment un intérêt. Mais ça avait pas de sens de le faire. Non. Et là maintenant, t'es quoi? T'es le Michael Gatti plus apaisé? Ouais, je suis plus apaisé. Je pense que tous, quand on grandit, on est un peu plus mature. Je suis plus un gamin qui a besoin de montrer aux autres qu'il est plus fort qu'eux. Ouais. C'est le fait que t'aies gagné qui fait aussi que t'as plus besoin de... Ben, je crois pas, non. Parce que même après le premier, même le deuxième bracelet, j'étais toujours comme ça. Je crois que c'est plus... c'est une confiance personnelle qui doit venir de l'intérieur, quoi. Et ça, c'est juste avec l'expérience. Peut-être que aussi, je sais pas, j'ai fait du travail sur moi-même. À devenir à quoi? Être trempé un peu? Ouais, être en paix, être confiant avec qui je suis et ce que je vaux. Et dans d'autres niveaux que le poker, quoi. Parce que mon problème, ma confiance en moi, c'était pas au poker que j'en manquais, c'était dans d'autres niveaux de ma vie. Ton amitié avec Thomas, elle t'a apporté quoi avec les années? Bonne question. Ça dépend à quel moment, mais je pense que le truc que j'en retiens le plus, c'est vraiment cette... Il a une énorme motivation, il est fan de ce jeu, d'ailleurs aujourd'hui il est en train de jouer. Moi ça fait une semaine que je joue plus, là c'est bon, Vegas c'est fini pour moi, je suis juste en train de kiffer, je vais au resto. Et lui il a vraiment la passion qui le booste, donc je crois que ça parfois ça me tire vers le haut quand je le vois tout le temps motivé. Moi il y a des moments où j'ai pas trop envie de jouer, et donc ça c'est un gros truc.
On échange énormément d'idées, donc là-dessus c'est très motivant. Ouais, et puis c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Je crois qu'il y a un truc vraiment important dans mon amitié avec Thomas, c'est qu'on a tous les deux extrêmement confiance l'un l'autre. Si, genre, je sais pas, on swap, on fait pas les comptes pendant 6 mois, et je sais que dans 6 mois, il me filera ce qu'il me doit, et je me pose jamais de questions. C'est aussi pour ça que j'ai voulu bosser avec lui sur Pure Poker, parce que je sais que je peux avoir de soucis. Il va pas dans un an, si la boîte vaut beaucoup plus, il va pas essayer de m'éjecter. Genre, du coup, j'aurais C'est 50%, ils sont plus là. Voilà, ouais. Je préfère clairement bosser avec lui, parce que je dois pas me soucier de tous ces problèmes d'argent, etc. On peut juste se focus sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le poker. C'est dur de faire confiance dans ce milieu? Je crois, mais c'est une question bizarre. En fait, moi je suis quelqu'un qui fait, soit je fais entièrement confiance, soit je deal pas avec toi. Donc en gros, les seuls gens avec qui je deal, j'ai 100% confiance et les autres, je veux pas en entendre parler. D'accord. T'es quoi? T'es de nature quand même méfiante? Non, je suis l'inverse, je pense. J'ai une nature peu méfiante. Après, je me fie aussi à mon instinct, quoi. Je pense que j'ai un bon instinct sur les gens à qui je peux faire confiance et qui pas. Après, je crois que comme tout le monde dans le poker, je me suis fait brûler par 2-3 personnes, mais... Qui n'a jamais été, quoi. Bien sûr, ouais. Qui n'a jamais été. Honnêtement, je préfère vivre ma vie comme ça et peut-être de temps en temps perdre un peu d'argent, mais pas être tout le temps sur mes gardes, tu vois. C'est plus relaxant, quoi. Genre, personnellement, ça me vaut peut-être les 50 000 que je me suis fait scam sur ma carrière, de pas tout le temps devoir être comme ça aux aguets. C'est beaucoup plus relaxant, quoi. Et pour les gens qui voient pas, tu dirais que c'est un bon milieu ou pas, le poker? Je pense que c'est quand même un bon milieu. Overall, les gens sont plus... quand tu vois les sommes qui sont échangées tous les jours et qu'on fait, dans n'importe quel autre milieu, ce serait pas comme ça. Donc, overall, je pense que les joueurs de poker sont des gens de confiance. Après, il y a de temps en temps 2-3 personnes qui pourrissent le truc, mais overall, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens de confiance que l'inverse. Ce milieu aujourd'hui, c'est vrai que tu t'es associé avec Thomas, avec Pure Poker. Mm-hmm. Vous êtes 4 associés, hein, si je te dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais, 3, 4? tout à fait, 4. Pourquoi? Parce que tu as envie peut-être un jour d'être dans l'industrie, c'est une première étape dans une autre carrière? Ouais, en fait... Là, c'est parce que tu trouvais tous les sites, avec ton franc-parler habituel, tu trouvais tous les sites de coaching nuls et tu t'es dit, on va faire mieux. Y a les deux. Hein. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on s'est vraiment lancé, parce qu'on savait pour moi, il y avait la place, quoi. C'est genre, la plupart des gens nous disent, ouais, c'est un milieu saturé, etc. Ce qui est pas faux, mais selon moi, il est pas saturé au niveau de ce qu'on fait, quoi. Et après... Pour ma vie personnelle, oui, c'est sûr que le poker online, ça devient de plus en plus dur, il y a de plus en plus de problèmes de triche, etc. Donc c'est pas forcément quelque chose que je me vois faire pendant encore 15 ans, de façon profitable. Et jouer que en live, c'est très fatigant. Je dois voyager tout le temps, ma copine, elle peut pas forcément voyager avec moi parce qu'elle doit rester au Mexique, elle a des cours. Du coup, ouais, c'était un peu une autre option, quoi. Si jamais ça marche bien, je sais que je vais plus être obligé de voyager 9 mois par an. Tu dis il y a beaucoup de triche online. L'IA, tu penses à l'IA, tu penses à tout ce qui arrive? Je pense qu'il y a juste énormément de moyens de tricher. Ça peut être juste partager tes cartes avec un mec, ça peut être t'es dans une écurie avec 60 poulains et quand le mec est à la même table que toi, tu joues pas contre lui. Il y a l'IA, évidemment, il y a les mecs qui ont run des solves à côté sur un autre écran et qui les regardent. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Ça peut être le ghosting aussi. Un mec qui est plus fort que toi, qui te stack. Quand tu arrives en table finale, c'est lui qui joue. Et au final, toi, t'es en table finale. Et au lieu de jouer contre un mec qui est censé être juste un joueur de $30 de buy-in, tu joues contre un top reg. Il y a tout ça, et puis ça va pas aller de mieux en mieux. C'est juste que la technologie en fait avance trop vite par rapport à ce que les systèmes de sécurité peuvent faire. Du coup, je pense pas que, pour le moment, je pense que c'est encore battable, surtout si tu sélectionnes bien tes tournois, parce que même s'il y a, je sais pas, une personne sur 100 qui triche sur les tournois auxquels je joue, ça suffit pas à me rendre perdant, quoi, parce que s'il y a suffisamment de mauvais joueurs à côté, ça compense. Mais je pense que ce pourcentage va faire qu'augmenter jusqu'à un certain stade où ce sera plus rentable. Il y a aussi le fait que les sites règlent de plus en plus. Je pense à GG par exemple. Et ouais, du coup, je pense que l'avenir c'est en live. C'est quoi que tu veux que tes élèves comprennent en premier quand tu les coaches? Je parle pas de technique. Un truc que tu as envie qu'ils comprennent sur le monde du poker professionnel. Tu as envie que les gens comprennent en général, c'est quoi qui te vient à l'idée? Ça va vraiment dépendre du niveau de la personne que je coach, mais peut-être un truc que je vois très souvent, c'est de ne pas être influencé par le résultat.
c'est non-stop. En plus, j'y pense maintenant parce que je regarde le main et du coup, t'as tout le monde qui poste ses analyses sur Twitter et ils sont tous influencés par le résultat, quoi. C'est incroyable. Genre, si jamais le mec a perdu, il a mal joué. Si le mec a gagné, il a bien joué. Enfin, ça, c'est un des plus gros fléaux quand t'es coach, c'est que tu vas avoir des élèves qui vont raisonner comme ça et tant que t'as pas dépassé ce stade, tu pourras jamais être un joueur gagnant. Tu penses à une main du main qui te marque là-dessus sur ça? T'as un exemple? Bah oui, un exemple c'est en demi-finale avec Chrissy qui elle défend en big blind contre early position contre un joueur agressif et puis elle check call sur As-Roi Valet je crois. Oui, avec Roi-Dame, c'est ça? Avec Roi-Dame, ouais. Et deuxième barrel à la turn de l'autre joueur, qui pour le coup là il a As-Roi, mais bon il a une range beaucoup plus wide que ça pour deuxième barrel. Il pourra avoir des bluffs avec des pocket pairs, il peut avoir des flush draws, il peut aussi bet avec As-10 pour value et puis après fold contre un shove. Et du coup elle a check Resoline à la turn. Et bah, elle s'est fait snap call parce que le mec avait As-Roi et du coup elle était drawing dead. Enfin quasiment, elle pouvait toucher un 10. Mais, et du coup tout le monde dit c'est le pire spew du monde, etc. Et bah, c'est parce qu'il voit pas la range entière du mec, parce que genre s'il a As-10 et qu'elle shove ici, il fait quoi? Il est sûrement dans un spot très compliqué et enfin il est pas obligé de folder, mais c'est très probable qu'il fold. Pareil quand il a As-Dame, pareil quand il a tous ses bluffs, peut-être même qu'il bet encore un peu plus in que ça à la turn pour value, peut-être que quand il a un truc comme As-9, As-8 il bet aussi, ces mains là elles vont fold automatiquement. Donc je pense que les gens sont orientés par le résultat. Si jamais le mec avait bet fold avec As-Dame, ils seraient tous en train de crier qu'est-ce qu'elle est forte, incroyable, meilleure joueuse du monde, etc. C'est ça que je pense quand je dis result oriented. On n'arrive pas à prendre du recul, quoi. Ouais. Il faut voir qu'au poker, tu joues contre une range de main. Tu joues pas contre les cartes que le mec a à ce moment-là, quoi. Tu joues contre toutes les cartes qui joueraient de la même façon. Et après, tu peux réduire cette range de la façon que tu veux, que ce soit avec les actions qu'il a fait, avec son profil. Si tu joues en live avec tes forts en tel, tu peux aussi utiliser les tels. Donc, parfois, avec des tels, tu peux réduire une range à quasiment que 2 ou 3 combos. Donc, ça peut arriver que tu joues contre les vraies cartes que le mec a à ce moment-là. Mais parfois, tu joues contre une range beaucoup plus loose parce que tu as peu d'informations ou que le mec joue suffisamment bien pour cacher ces informations. Et là, bah, après, faut prendre la meilleure décision contre cette range-là. C'est que genre sur d'autres sites de coaching, les gens vont juste jouer des mains et expliquer comment ils ont joué cette main. Et pour moi, tu apprends très peu à ça parce que pour moi, un spot, c'est le spot total. C'est comme je disais tout à l'heure, tu joues contre une range entière. Du coup, sur Pure, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment le spot dans sa globalité. Donc, on va voir tous les flops possibles, quel genre de sizing on prend sur quel flop, etc. Et du coup, je trouve que chez nous, c'est beaucoup plus théorique et tu peux avoir vraiment une compréhension globale d'une situation. Tandis que juste de savoir comment tu dois jouer As-Roi sur tel flop avec autant de blindes, ça t'apporte rien parce que ce qui est important c'est de voir comment tu joues tout le reste de ta range sur le même flop avec le même nombre de blindes et comment l'adversaire répond. Et du coup nous on a une approche beaucoup plus théorique de ce spot là et on regarde les interactions entre ce que nous on fait et ce que l'autre fait. Et dans les vidéos en général on regarde à chaque fois les deux côtés aussi de la main parce que souvent un mec analyse que son côté de la main, mais c'est aussi intéressant de voir comment l'adversaire est censé jouer, comment est-ce que tu es censé jouer si l'adversaire dévie de ce qu'il fait. Donc on a une approche qui est un peu différente là-dessus. Ça veut dire que vous allez chercher de l'adaptabilité là où les autres font juste livrent une réponse, alors que vous allez chercher à l'ensemble du spectre. On a les deux. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde d'abord la réponse théorique, donc ce que les deux sont censés faire si tout le monde joue parfaitement. Et après, dans une vidéo supplémentaire, on fait ce qu'on appelle des node logs. Donc on oblige l'adversaire à jouer mal et on regarde comment on s'adapte. Donc on fait les deux. C'est important d'avoir les deux en fait. Parce que si tu n'as pas la base théorique optimale, tu peux danser sur la tête, tu ne sauras pas comment exploiter ton adversaire en fait, quoi. Parce que je peux prendre un bête exemple, peut-être il y a 10 ans, tout le monde jouait trop tight, mais personne ne savait que tout le monde jouait trop tight. Donc personne n'exploitait les autres. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Du coup maintenant... Oui, il y avait un vrai défaut, sauf que tout le monde ayant le même défaut, Exact. Et personne ne savait que c'était un défaut parce qu'on pensait tous, ah non, tout le monde joue correctement, on peut rien y faire, parce qu'on n'avait pas un outil qui nous permettait de voir que c'était faux. Et du coup... analyser le spot théorique avec un solver, ça te permet de voir où est la limite. Et une fois que tu sais où est la limite, tu sais si tu dois dévier en étant plus loose ou plus tight. Si tu connais pas la limite, tu pourras jamais exploiter ton adversaire. À moins d'être... Il y a quelques personnes qui sont des génies instinctifs qui instinctivement comprennent comment fonctionne le poker, mais moi j'en fais pas partie. Donc, Tu crois que dans 10 ans, on jouera complètement différemment de maintenant? Ouais.
quasi sûr. Pour moi, le truc qui va changer, c'est que pour le moment, on peut analyser les mains une par une, ou alors peut-être parfois tu peux voir un solver peut voir 2 ou 3 mains dans le futur. Je pense qu'avec les ordinateurs plus puissants, on va pouvoir voir 1000 mains dans le futur. Et en fait, du coup, la façon dont tu joues de la main au début du tournoi va être complètement différente parce que le solver va pouvoir voir que si tu doubles ton tapis à ce moment-ci du tournoi, ça veut dire que tu vas pouvoir mettre la pression pendant 200 mains plus tard et que du coup, tu peux prendre plus de risques ou moins de risques, etc. Je pense qu'il y aura une grosse différence là-dessus dès que les ordinateurs seront capables de calculer beaucoup plus loin dans le futur, quoi. Donc le poker, on l'a pas résolu. Non, je pense pas, non. I turn around and he crossed me, yeah, that's a friend of me. Said he won't go, but I'd rather just save my energy. Drinking my pain away, guessing that is a remedy. Dropping the top, trying to do me like John F. Kennedy. I turn around and he crossed me, yeah, that's a friend of me. Said he won't go, but I'd rather just save my energy. Drinking my pain away, guessing that is a remedy. Dropping the top, trying to do me like John F. Kennedy. Might catch me turning up, overdosing on Hennessy. Lost a couple people, only thing left is a memory. I rock a show and it look just like an assembly. I'm dropping bars, you ain't catching all these similes. Out here in the field trying to kick it. Dans les meilleurs coffee shops, il y a des bons restos, etc. à Downtown, c'est cool. Eh ben on va découvrir. Les vrais gens sympas, je pense qu'ils sont plutôt à Downtown ou en dehors. Ah bah là c'est que du paraître. Ouais. Et là, c'est comme le strip, même pour les gens qui sont broke. Oui, c'est ça. Ben franchement, c'est quoi pour une fan de Vegas? Voilà. Je pense qu'on mérite d'être ici. Exactement. Hein, parce que je sais pas vous, mais moi. Ça paye avec des billets de 1, c'est pas. Vous savez quand même que j'ai proposé à Cécile de nous rejoindre parce que je me suis dit que je peux pas avoir juste que des gens qui gagnent pas d'argent. J'ai Arwan qui a gagné un peu et qui a après. Ça va. C'est pas dit. C'est pas 6 chiffres, hein. Tranquille. Combien t'as gagné, Erwan? Dis-le. C'est dans le vert. Combien t'as fait de ligne? J'ai gagné. $12. J'ai gagné. C'est tout. J'ai gagné. $12. Voilà. C'est mon bête. J'ai pas perdu. Alors que Cécile, au moins, elle, table finale. C'est pas faux. Du Ladies, ce qui est un peu le main event quand même des dames. Elle a ITM largement le main. Voilà, fait 2 ITM de tournoi. 40. Mais c'est facile la vie. Deux. Bon, si j'ai fait 2 ITM, hein, et on le dit pas ça. Hein. Et en combien de tournois? 69. 69 30, 40 30, 40, ok. 40. Mika, t'as fait combien d'ITM s'il te plaît? Je peux pas compter. Trop. 1,5. 3 ou 4 probablement. 3 ou 4 sur combien de tournois? Je vais pas compter non plus. Ça, je me rends pas de dire. Mais on n'est pas sur 3 ou 4? Non. Non. Plus vers 15. Combien d'ITM, combien de tournois? Je sais pas. J'ai ITM genre 3 quarts des online. J'ai fait très peu de rivals. C'est pas online, ouais. Je dois être à. Je crois que je suis à 7 ou 8 items WSOP. Live. Je dois être à 10 ou 11. Non, je suis à 12 online. What? Et hors WSOP, je dois être à. Fais le résumé de toute une dizaine. Donc on est sur une trentaine en tout. On n'a pas dit les 10 dernières années. Mais on a beaucoup joué quand même. Et maintenant la question qui fait mal, Bapor, ton équipe? Ouais. C'était comment ce Vegas? C'était super. Ah non mais c'était génial. Mais pourquoi parler chiffres alors qu'on a Freemonde? Je veux dire, profitons de l'ambiance. Et encore, vous le voyez, il est déjà beaucoup plus heureux parce que grâce à Cortex, c'est mieux. C'est mieux. C'est génial. C'est moins mauvais. L'entreprise se porte bien? C'est super aussi. Avec la petite larme. Sauvez-moi. J'ai une fois j'ai perdu un bet contre Thomas au billard où je devais boire 150 à fond. Et ça c'est une vraie histoire. 150 à fond, c'est-à-dire? Un à fond, c'est quand tu prends ta bière et tu l'as fini d'un coup. Oui, mais c'est quoi 150? Bah, c'est On est dans un bar, il est genre 4h du matin, on est sous, on joue au billard. Déjà, je vise, on vise, tu vois, comme ça. Et tu vois, au billard, quand t'en as une boule, c'est genre au milieu de la bande, et la blanche est genre en face, tu vois. Et genre, tu dois tirer vraiment perpendiculairement, et c'est un coup super difficile et improbable, quoi. Et tout bourré, je lui dis, Mika, regarde, ce coup est impossible. Si jamais je la mets, tu me dois 100 à fond. Non, tu m'as dit 100 gorgées. Ah ouais. On parlait des gorgées. Ouais. Quel code tu veux? Quel code tu me donnes? Il me dit 100 contre 1, ok. Donc ça veut dire que si je rate, ce qui est très probable, je bois une gorgée. Si je ne rate pas, il boit 100 gorgées. Et puis je lui dis non, j'ai pas envie de
boire une gorgée, ça sert à rien, on va le faire en à fond, donc c'est une pinte entière, quoi. Sans contraint. Je vise un peu, j'ai ma tête qui tourne, je me souviens, il est en train de filmer, je ferme un peu mes yeux parce que j'ai mal à la tête. Évidemment, tu connais la fin de l'histoire. Je mets la boule, je cours dans le bar partout, je raconte au black au jackpot machine à sous. Je lui dis bro, what happened? You don't believe me. Et du coup, pendant un an et demi, ça a duré. On tenait les comptes, il me devait 100 à fond. Et donc, à n'importe quel moment. 100 à fond 100 à fond. Énorme. Sur un an. Et donc, parfois, on était genre à un concert. Et je lui dis, Mika, you know what time it is? Et allez, fais 2-3 à fond. Et il devait les faire, c'était le pari. Pendant un an, le pauvre, il a honoré la dette honnêtement de manière très respectable. Il se rappelle de moi parce que je vomis 2 fois dans leur bar dans la même soirée. Ok, là t'as une prédiction. C'est quoi la prédiction? Fortune. Allez, Fortune. Le prochain main event, il est pour moi. Fortune, Vapor, ça te parle? Non, bah non. Non, pas cette année, non. Donc je te disais, Cécile, ils entendaient pas, ça te fait quoi d'être la seule à avoir apporté de l'argent dans cette équipe C'est pas trash talk là. Moi je suis bon partager les gains, quel que soit la... Bah ouais, comme l'équipe de Vapor là. Ils ont pas de gains à partager, mais ils partagent. Mutualisons tous. Donc Cécile, tu peux nous répéter ce que nous a dit Thomas sur le bar où nous allions? Échec de l'été. Alors, un petit endroit avec un extérieur incroyable, vous allez Coquet, voir. coquet. C'est coquet, hein. Et peu bruyant. Alors peu bruyant, tu l'as parce qu'il n'y a personne dans le Il bar. avait raison, c'est vide. Coquet, peut-être après 1 ou 2 verres. Ok. Donc pétillant. Cette vue sur l'Amérique, Oh là là. Le rêve américain à portée de doigt. ça ressemble à ça des joueurs. C'est quoi la plus-value là de l'endroit? La plus-value. T'as la statue du canard, le Golden Goose. Le Carrefour aussi, ça. Il y avait mieux, mais pas moins cher. C'est la responsabilité de Là, on Thomas. est dans le vrai Vegas, Ah oui, c'est genre or, tu vois, or, strass et paillettes. Il n'y a plus de magie là. Ah oui, alors on a tout enlevé là. Là, c'est. On affronte nos démons ce soir. On affronte nos démons ce soir. Bon, c'est quoi le bilan là? C'est toi que je parle? Ouais. Le bilan, ça se fait à la fin, non? Ouais, mais là on est plus très loin là. Mec, Là on est au bout du bout là. je repars pas de ce désert sans un trophée, ça c'est le bilan. Il te reste 4 jours? Il y aura un film de Capet Show. Ça lui reste 200 ans. 3K, 10K 6 max et je finirai au 160 du Golden Nugget s'il le faut. Un sit and go à 8 joueurs, Mais j'en ai rien à branler. mais je veux mon trophée. Une médaille de participation, peu importe. Un bisou de la croupière. Tu vois, un titre quoi, un titre officiel. Adrien? Et bah 2 ITM en 12 tournois. Rien de Correct. fou, rien de fou. Rien de fou. Mais il reste 4 jours aussi, donc je vais faire comme Thomas. On va bien finir. On va essayer de bien finir. L'année dernière, en gros, à chaque fois, j'envoyais un message à ma copine. Je lui disais j'ai 8 bébés au dinner break. Il y a de grandes chances que je passe la soirée avec toi. Dinner break. Et en fait, je faisais toute la soirée entre 8 et 12 blindes ou 4 blindes machin. Et je bossais juste avant l'argent. Et à chaque fois, je rentrais les mains vides. Et du coup, il n'y avait pas la soirée avec elle. C'était ça toute la. Hein? Elle s'est dit que tu l'as trompé en fait. Ouais, je sais pas. C'est pas possible, tous les jours, En gros, l'année dernière et l'année d'avant, c'était que des soirées, que des journées où en fait je jouais 10 heures pour 0. Voilà. La beauté de ce En train jeu. de décrire mon été. La beauté de alors ce que jeu. cette année, Tu sais qui on aurait dû inviter? Mon entraîneur à la gym, ce bâtard, il repart dans le vert. Mais non. Il a fait top 2% sur des fils de Insane. Le mec a joué à la Cécile 5 tournois. Il a chop 3-way à l'Orléans pour genre, je sais pas, 13K. Et puis 2 semaines plus tard, il fait 26e du Gladiator. Il fait 26e du Gladiator en plus. 26K. Le mec a pris 40K, il s'est fait payer pour. Ouais. Ah, c'est énorme. Non, mais en plus, ce qui est très drôle, c'est quand il arrive, il dit et toi? Et toi, ton métier? Et toi, Et toi, le pro, ça s'est bien passé? C'est quoi, l'année prochaine, tu reviens et tu soulèves 2 fois plus lourd que lui. Ouais. Voilà, no cycle. Tu vois ce que ça fait? Tiens, il était bien ton hiver à préparer à la gym. Regarde, 200 pounds ici. Bilan de Vegas, c'était littéralement une catastrophe. Bottom 5% scénario, je pense. En même temps, quand on a eu un bottom, j'en sais rien, 1% scénario là, en 2022 avec le Olux, il faut bien son
son équivalent. Donc en vrai, je signe hein, tous les jours, surtout dans ce sens. Hein. Parce que bon. C'est parce que sur quoi? Sur 3 ans, le fond, il est ultra gagnant quand même? Oui, il est ultra gagnant. Là, on perd. Si j'ai pas de conneries, on doit perdre quelque chose comme 85 000 $ sur celui-là. Ok. Et comme d'habitude, c'est le poker. Hein. Ça se joue à quoi? Ça se joue à Cortex. L'IFREN de Cortex, par exemple, Cortex, il est sorti, il a pris 70 000 au main event. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans les deux sens, même Cortex. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le l'IFREN de Cortex, ça peut être une vraie catastrophe. Et s'il y prenne un peu plus, ça peut être une vraie réussite. Ouais, pas grand-chose. Par exemple, là, il finit, je sais plus, genre 140, je crois. Et par exemple, je crois que c'était top 134. Tu prends un palier, tu prends 15K. Et derrière, c'était, je sais plus, un peu moins d'une dizaine de places. Tu prends 100K avec un palier qui dure pendant 40 places. Donc en fait, Cortex, il tient 1h30 de plus. Bah, il prend pas 70, il prend 100. Ah, déjà, bah, ça veut dire que tu as un fond qui perd pas 85, il en perd plus que 55. Bah, c'est le poker. On peut expliquer pourquoi tu étais plus fier que ce soit Cortex que quelqu'un d'autre? Bah, parce que Cortex, c'est l'école de notre serre. Au luxe aussi. Cortex, il était là avant. Cortex, il est là depuis le début. Cortex, il est là depuis la Thaïlande, depuis l'espèce de Airbnb à l'arrache, avant d'ouvrir le centre. Cortex, il est là depuis le début. Et Cortex, c'est l'école presque old school, mentale, où c'était full mental. Parce que lui était très liqué mentalement, et maintenant c'est plus fort mentalement. Même s'il peut pêcher techniquement, et quand je dis ça, il n'est pas nul. C'est par rapport à d'autres gros règles, il est moins fort, mais sur un main event, 100%, 200%, je préfère que ce soit Cortex, mais pas qu'il le gagne. C'est en termes de résultats, je pense que j'ai plus de chance d'avoir des résultats sur un main event, parce qu'il prendra tout, il prendra toujours les bonnes. Il prendra toujours les bons plays mentaux. C'est-à-dire, il peut peut-être techniquement avoir 2-3 trucs, mais à ce niveau-là, il fera pas d'énormes erreurs. Mais c'est que mentalement que les mecs ils craquent. Le reste de l'équipe, pourquoi ça a merdé d'après toi? Bah, pour moi, 5 joueurs c'est trop. Parce qu'en fait, c'est pas une addition de problèmes, c'est une multiplication de problèmes. Ça s'additionne pas. Hein. Donc quand on passe la première année on l'a fait à 6, même si on a gagné niveau gestion humaine, bon je vais pas citer des noms, c'était catastrophique. J'ai juste eu le coup de chat au départ, etc. 4 c'était bien, c'était plutôt simple. 5 c'est des problèmes, parce qu'en fait chaque joueur a des objectifs on va dire, individuels qui ne sont pas forcément en lien avec le fond et qui ne sont pas forcément en lien avec les objectifs des autres. Donc en fait, t'en as un qui veut jouer Triton, t'en as un qui veut juste jouer le plus possible, t'en as un qui veut essayer absolument d'items parce qu'il doit faire rentrer de l'argent. Donc quand il n'y a pas un objectif commun et clair qui surpasse tous les objectifs individuels, bah on a ce genre de Vegas. Alors ça influence un peu. Pas ça qui a causé, ça influence un peu. Ça aurait pu très bien se passer comme la première année. Et quand on veut limiter ça, soit on a des profils qui sont vraiment au top, du top, mais c'est quasiment impossible. C'est un niveau qui est trop fort. Soit on réduit le nombre d'effectifs. Et là, ça devient beaucoup plus facile. L'image perçue de notre serre, entre le moment où tu reprends le commandement, on va dire, il y a 2 ans et demi et maintenant, t'as vu la différence? Alors, tu veux dire au niveau de qui? De joueurs, de l'industrie, je sais pas. Bon, bah l'industrie c'est monté en flèche, c'est sûr. Parce que c'est que ça marche ou que ça marche pas. Je pense que tout le monde voit que c'est fait quand même avec sérieux, quoi. C'est pas fait à l'arrache avec tu seras payé dans 10 mois. Il y a des scams, c'est louche, non, c'est carré. Hein. Je travaillais avec, je sais pas, Texas Poker. Il y a un truc qui est fait, on me donne des consignes, elles sont appliquées, c'est payé carré, puis les gens sont très contents. Il y a trop d'amateurs dans le poker, trop de business amateurs? Alors, oui, mais est-ce que c'est plus que la réalité? J'en sais rien, j'ai pas les stats du nombre d'entrepreneurs qui sont bons et d'autres qui ont vu la lumière, donc est-ce que c'est plus dans le poker ou pas? C'est juste que dans le poker, il y a personne qui vient de l'extérieur. Ça existe un entrepreneur qui vient de l'extérieur dans le poker et qui monte un truc?
Non, c'est toujours un ancien joueur ou un grand, un ancien joueur pro ou un joueur tout court, même amateur, qui veut lancer un truc. Il pop pas de nulle part. Et souvent, ce sont des anciens joueurs pro qui veulent lancer un truc, mais il y a une différence en fait entre un joueur de poker performeur et gérer des sociétés. Ça n'a absolument rien à voir. Et ça, ils savent pas. De toute façon, ils peuvent pas savoir. Tu crois qu'ils fantasment? Enfin, ils se rendent pas compte de la réalité? Non, ils se rendent pas compte. Mais c'est quoi la réalité? La réalité, c'est qu'ils vont travailler. Déjà, il faut que le projet l'utilisation soit bon. En général, toutes leurs datas dès le départ, elles sont fausses parce que c'est basé sur la fameuse théorie des meilleurs scénarios. Alors qu'en fait, en pratique, c'est une catastrophe. Ils n'ont pas les épaules pour tenir une société, gérer un staff. Ils craquent très très vite. Par exemple, je pense à ABC Poker. ABC Poker, quand j'ai vu qu'il a monté son truc à mal, je me dis putain, il y a aucune chance. Dès le départ, les locaux vont être trop chers. Déjà, rien que le fait de ne pas le savoir, on sait qu'il y a un problème au niveau de la gestion financière de ce type de projet. Il va voir les joueurs qui peuvent venir ou partir. Ça va être un bordel sans nom. Et à la fin, ça finit par quoi? En général, c'est les joueurs qui vont être très mécontents, d'autres qui vont pas rembourser. Alors, je sais pas si c'est exactement ce qui s'est passé, et en fait, le coach qui donne tout et qui a la chance de tout leur donner parce que c'est un top reg, Thomas Echen, en fait, limite vont l'insulter, il va pas le supporter. Mais c'est souvent comme ça. Hein. C'est où que tu t'es trompé, que tu pensais avoir raison? Et inversement, c'est où tu as eu raison alors que tu pensais vraiment que ça allait pas le faire? Alors en 1, je pensais que le stacking coaching, CFP, ça marchait. Parce que j'avais des datas. Alors, parce que j'ai suivi le projet de quelqu'un qui me dit ça marche, parce que pour X ou Y raison, je vais faire ça, ça et ça va rapporter de l'argent. Donc, effectivement, sur le papier, tu dis que ça marche. Mais quand tu es joueur de cash, à l'origine, le MTT, ça n'a rien à voir. Et que tu viens en MTT. Donc t'écoutes ce que la personne te dit, quoi. Tu ne peux déjà t'écoutes, et même si ça te paraît avoir dans certaines situations un non-sens, être un non-sens, tu dis c'est pas moi le spécialiste. Sauf que le MTT, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Les joueurs n'ont rien à voir, les profils n'ont rien à voir. Ça veut dire quoi? Que t'as fait l'erreur d'écouter quelqu'un d'autre que toi-même? Après, est-ce que c'est bien d'accuser l'autre personne d'être une erreur? C'est moi qui moi j'ai tenu les dits jusqu'au bout, pourtant c'était pas mes promesses, hein. Je suis dedans. C'est moi qui ai accepté, hein. En attendant, s'il y a des personnes qui sont mises en avant et puis au final c'était pas ouf, je vais pas dire il a fait de la merde. Non, j'aurais pas dû le mettre en avant. J'aurais pas dû associer mon image et donner de la crédibilité, c'est tout. De temps en temps, faut assumer, quoi. T'es content des gens? De l'image qu'ils ont de toi maintenant? Content. On peut expliquer que t'as eu des rendez-vous, t'as vu des gens, t'as pas voulu que je filme, bon eux non plus, remarque, comme ça moi personne n'a voulu que je filme. Oui, mais parce que moi je reste toujours en sous-marin. En fait, en général, je reste discret, je fais mon truc dans mon coin, petite vie tranquille. Donc après, tant mieux que les gens soient contents et reconnaissent, mais c'est pas ça qui m'empêchera d'avancer si c'est pas le cas, quoi. Mais bon, au moins c'est là. Donc ça a créé une tonne d'opportunités. Enfin, je parle comme un joueur de MTT. Ça va créer une tonne d'opportunités. Et je crois que j'avais dit dans une interview, le plus dur, ça va être de choisir. Parce que choisir, c'est renoncer. Donc ça veut dire qu'il faut quand même renoncer à plein de trucs qui vont être énormes pour parier sur le bon truc. Et en général, quand tu refuses quelque chose, tu peux pas revenir 6 mois après pour dire finalement je suis d'accord. Hein. C'est bien, c'est une bonne idée. Le projet va se lancer sans toi. Donc ça peut être avec notre serre, ça peut être sans notre serre, ça peut être une reconstruction de la même chose mais en mieux, j'ai des plans. Ça peut être le projet de quelqu'un d'autre, ça peut être dans l'industrie. Je sais pas, en tout cas je m'alignerai sur le truc le plus intéressant. C'est-à-dire que si c'est mon projet que j'estime le plus intéressant, je prends le projet. Si le projet d'une autre personne est plus intéressant et il a l'air d'être plus smart que moi, pas de problème. T'es meilleur. En fait, c'est la vie, hein. C'est la vie de tous les jours. Hein. Tu dois faire le taf tous les jours et t'es entrepreneur, que ce soit au poker ou au volley. Après, le milieu, c'est surtout au début, je comprenais pas parce que c'était tellement incohérent et contraire à tout ce
Tout ce que toi t'avais vu dans le business du trading. Alors, en fait, c'est tellement un non-sens, des foules émotionnelles. En fait, comprendre à quel point il y a une incompréhension totale en fait du moyen long terme, donc du BRM. Et en fait, tu crois que tu es entouré de fous en fait, et tu dis bah, en fait, pourquoi je proposais un truc qu'ils estiment ne pas avoir besoin. Ça sert à rien, je perds mon temps. Pourquoi j'essaye ça sert à rien d'essayer de sauver des gens qui veulent pas être sauvés. Au contraire, ils vont t'en vouloir parce qu'ils vont être dans la merde. Finalement, ils vont dire que c'est de ta faute. Mais c'était quoi, toi, par exemple, qui te paraissait flagrant et tu dis putain, mais pourquoi ils voient pas ça? BRM. Tout ce qui en a trait avec le financier. Tu dis aux joueurs, mais pourquoi tu montes de limite avec une telle bankroll? C'est mathématiquement, c'est nul. T'as rien qui corrobore le fait que t'es tant de ROI. T'es pas capable de supporter X% de scénarios dans tes estimations. Décent. Et en fait, ils ne peuvent pas s'empêcher parce que ils sont drogués. Poker, ce sont des joueurs qui sont drogués au jeu. La majorité du temps. Et la majorité du temps, ils sont MTT. Cash game, c'est moins le cas. Ah, tu penses qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques? Oui, parce que c'est moins marrant, donc ils vibrent pas trop en cash game. Mais tu crois qu'ils sont drogués au jeu ou qu'ils sont drogués à, tu sais, ce qu'ils appellent souvent le one time. En fait, ils sont drogués au jeu parce que c'est la quête perpétuelle d'un life changer. Voilà, c'est tout le temps ça, et les mecs ils peuvent avoir 35 ans et avoir joué 15 ans, et plutôt que se dire bon maintenant tout ce que j'ai fait n'a pas marché, donc il faudrait peut-être que je vende du stacking, que je joue un peu plus bas, ça veut dire non, ça fait 15 ans que j'essaye, si j'arrête, j'ai tellement essayé qu'il faut que je continue en fait, sinon j'ai essayé pour rien, et en fait ils arrêtent jamais. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sing me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Oh oh, oh oh. Lord, make me a rainbow, I'll shine down on my mother. She'll know I'm safe with you when she stands under my colors. Oh yeah, life ain't always what you think it ought to be. No, ain't even. Là les gars, préparez-vous à avoir un grand moment. Un grand moment mal éclairé. Mais un grand moment quand même. Aïe, 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 aïe. Regarde-moi ces pièces de bœuf là. Tu vois? C'est pas de la petite pièce. Hein. Ce soir, on est chez Monsieur Mathieu Chauffardet. Exactement. Ça va faire un grand barbecue. Et le roi du barbecue, c'est qui? C'est Monsieur Chance 44. Alors mon Chance, comment ça va? Comment ça se passe au Vegas? Ça en vrai ça va. Je garde le moral. Ouais. Pas dingue sur les tables, mais je suis content d'être là. Et... C'est ton deuxième d'affilée, t'es comme moi. Ouais. Alors, un peu moins cher que l'année dernière, donc ça passe mieux. Moi j'ai l'impression que le deuxième, je le vis mieux que le premier. Ouais, bah après je pense que c'est de l'entraînement. Non mais je sais pas, tu t'habitues à Bust quoi. Ouais, c'est ça. Non, en vrai ça va. Tiens, donne-moi cette lumière, regarde, on va mieux te voir comme ça. Ça va. Tiens, avec ça on me verra encore mieux. Très bien. On ferme ou quoi? Bon Mathieu, toi le pire Vegas de l'histoire? Non, en vrai, c'est pas le pire parce que je suis content d'être là. Il y a une super expérience et tout. Après, en termes de résultats, c'est sûr que ça se passe super mal. Hein, mais il faut regarder, enfin, le cadre qu'on est, on fait un barbecue le soir, on est dans un cadre incroyable. Je peux pas me plaindre de ma situation. C'est impossible. Mais c'est sûr qu'en termes de résultats, c'est pas ça du tout. C'est pour ça, les enfants, que le online sur Winamax, c'est important. Ce message publicitaire n'est pas sponsorisé. Ouais, ce contrat, ça va cette Non, mais ça, je pense que si tu as de l'ambition dans le poker, tu peux pas skip le online à chaque Vegas, parce que Vegas c'est violent, parce que quand tu fais une semaine en live, genre à 6 mix ou ce que tu veux, c'est une semaine. Tu blanques tout, tu rentres à la maison, ça va quoi, tu vois. Tu t'es pas fait trop mal. Un mois, ça commence à y voir. Ouais, moi c'est un mois, mais parce que je sais que je supporterai pas plus, tu vois. Mais il y en a, c'est 2 mois même, tu vois. Là, ça commence vraiment. Mentalement, c'est ardos quoi. Et même moi, un mois et demi là. Un mois et demi, Ouais, c'est... Puis tu les vois, tu sais, les joueurs changer. Ouais. Tu vois, c'est physiquement, c'est en mode épuisé. Mais en vrai, moi, ça fait 2 mois et quelques que je fais du live parce que j'ai commencé à Toulouse. Ouais. Bah, Toulouse, t'as enchaîné avec le 6mix, Vegas. Et j'ai fait entre temps, j'ai fait BPT Ouais, Paris, BPT, le SOPC Paris, puis 6mix, puis direct. Mais j'avoue que Et là, ils vendent son appartement. T1, c'est sympa, Châteauroux. Sans le online. Non, mais le online, c'est bon pour avoir des revenus un peu plus réguliers. Parce que tu fais un peu plus de volume. Et aussi,
rester au point techniquement. Ouais. Parce que là, tu les vois, les mecs, c'est des oiseaux, mais on joue en MTT, on est assez con pour ça, et même si c'est des fils gigantesques à Vegas, alors une fois, tu vas gagner un tournoi qui va, en tout cas on espère tous, qui va rembourser tout le reste et faire un profit, mais bon. Ouais, d'ici là, faut survivre, quoi. Et en même temps, t'as l'impression... Regarde comme il fait ça bien. Et en même temps, t'as l'impression, moi je sais pas, mais une fois que maintenant j'y suis, t'as l'impression qu'il faut y revenir. Tu vois ce que je veux dire? T'as l'impression que c'est un peu... Une fois que t'es là, tout le reste c'est un peu moins de saveur. Même les tournois en France, je trouvais tout. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est vrai que l'atmosphère est particulière quand même. Il y a un truc spécial à Vegas. T'as tous les Français, déjà, on est tous entre nous. Puis mec, t'as des tournois tout le temps, quoi. Ouais. À minuit, tu veux jouer un tournoi, t'as un tournoi, quoi. Ouais. Puis les prize pools, quoi. Ouais, mais bon, ouais, mais faut aller les chercher, hein. C'est pas si simple, hein. Ah, et puis le niveau, par contre, c'est vraiment... Ah, le niveau, c'est beau, hein. Mais malheureusement... Ouais. C'est incroyable. L'homme qui n'est pas dans le docu, mais il est présent. Il est partout. Non, ça va, frérot. Ça va. Alors? Ça va. Toi, tu fais un deuxième T1 après avoir fait ITM hier. Ouais. On aime bien ça. Et là-bas, je reconnais... Je reconnais un homme très très beau, très très charismatique, très très lettreg aussi. Très 5 tournois par jour. 5 tournois par jour, 6 ITM. Bon, tu t'amuses avec les oiseaux? Ouais. Il y a du perdreau? J'en ai en face. Je suis sûr que tu es en train de faire un tournoi en même temps, c'est ça? Ouais, il y en a 2 là. Ah putain. Allez. Je t'ai dit, hein. C'est chargé là. Je m'appelle Erwan Pêcheux, né le 8 février 1991 en région parisienne. Je joue au poker depuis 2010, professionnel depuis 2012, et j'ai gagné en live 2 200 000 et quelques. Et j'ai eu des périodes de doute entre 2017 2020, on va dire. Ou ouais, 2017-2020, ouais. Mes premières années à Malte, où ça se passait pas très bien, que ce soit online ou live. Je suis passé pas loin de la banqueroute. Bon, pour certains joueurs de poker, ils diraient que j'étais loin de la banqueroute. Pour d'autres, ils me diraient que j'étais quasi, t'étais très très près. Bon, tout est relatif. Je veux pas dire les chiffres, ça sert à rien. Mais en gros, j'étais pas super près. Et vu que je m'intéressais beaucoup à la dynamique des tournois, des structures, de l'organisation, tout ça, j'ai eu des pensées, pas te mentir, de passer de l'autre côté. Et puis est venu le Covid. Et pendant le Covid, comme on le sait, le jeu en ligne a explosé à ce moment-là. C'était très facile de gagner de l'argent quand on connaissait un peu les règles. Et je me suis mis à jouer pendant le Covid, à m'enfermer. Je sortais très peu du coup, mais à m'enfermer et à commencer à bosser le jeu avec des logiciels de théorie, de machin. Et là, depuis 4 ans, je sens que constamment mon niveau augmente et constamment je me sens de plus en plus fort par rapport aux autres. Et les résultats vont avec. Donc, je me dis, continue. T'es bien. Voilà. Une seconde carrière presque avec ce Covid. Ouais, clairement. Il y a, et je pense que je l'ai dit déjà dans une interview, je crois, avec toi, le fait d'avoir été chez PMU, super expérience, humainement, j'ai voyagé beaucoup, même financièrement, j'étais un peu à l'aise, mais ce confort financier a fait aussi que j'avais peut-être moins la motivation pour travailler mon jeu et me dire que le fait de gagner, de gagner ou survivre grâce au contrat ne m'a pas apporté un niveau suffisant pour survivre à l'après-contrat. Et peut-être que si je n'avais pas été Team Pro PMU, je me serais débrouillé par moi-même, essayé de progresser par moi-même en travaillant beaucoup plus, et peut-être qu'aujourd'hui j'aurais un meilleur niveau. Je dis pas que c'est ce qui se serait passé à 100%, mais c'est une possibilité. Et j'entends plusieurs joueurs penser la même chose. Quand j'ai des conversations avec des teams, que ce soit des joueurs professionnels sponsorisés ou non sponsorisés, ils pensent à peu près la même chose. Il y a une sorte de confort
à être joueur professionnel, qui fait qu'on s'enferme dans une facilité et dans des certitudes, et ça ne nous aide pas à aller chercher la performance, à aller chercher la perfection dans notre jeu. On a vu à travers les années des teams pro, que ce soit PokerStars ou Winamax ou n'importe qui, je vais pas dire les noms, mais qui étaient bons peut-être il y a 10-15 ans et qui n'ont pas travaillé leur jeu, et aujourd'hui ils sont complètement à la ramasse. Il y en a des dizaines, il n'y a pas que PokerStars ou Winamax, il y a d'autres sponsors de sponsoring, mais et j'ai l'impression que c'est comme une maladie très courante chez les joueurs sponsorisés, cette histoire de facilité à s'endormir un peu sur ses lauriers, ouais, et derrière à être dépassé. Et au contraire, je vois aujourd'hui beaucoup de joueurs éclore avec un excellent niveau technique, beaucoup de boulot derrière, pas seulement technique, du boulot, ça peut être du boulot mental, ça peut être du boulot sportif, ça peut être des machines de guerre, et qui sont pas sponsorisés, qui n'ont pas d'aide financière, et qui crushent bien plus que les joueurs sponsorisés, qui gagnent plus d'argent, même sans contrat. Voilà, bon, je vais pas citer les noms encore une fois, mais vraiment les exemples pour moi ils sont assez criants, et donc voilà, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Je ne regrette absolument pas d'avoir été sponsorisé PMU, c'était une super aventure, mais maintenant effectivement je reviens à ta question, c'est une sorte de deuxième carrière en solo, libre, et où je vais essayer d'être le meilleur joueur possible. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir une carrière exceptionnelle en ayant un niveau moyen et une carrière moyenne en ayant un niveau exceptionnel? Bien sûr. Alors attends, par contre, là on parle de live, parce que le online, si on a eu un volume décent, si on prend deux joueurs de même niveau et qu'on prend, je sais pas moi, 10 000 MTT online, parce que 10 000 MTT live, on va pas les faire tout de suite. Si on prend 10 000 MTT online pour deux joueurs de même niveau, on peut avoir deux résultats vraiment très très différents. Un qui peut gagner des tonnes et un qui peut perdre des tonnes. Si on prend 100 000 MTT, là déjà, s'il y a une grosse différence de résultats entre les deux, ça commence à être un peu suspect. Si on prend 1 million de MTT, a priori, si les deux joueurs n'ont pas à peu près les mêmes résultats, sur les mêmes volumes de jeu, même tournoi, même nombre de joueurs, etc., a priori, c'est que les joueurs n'ont pas le même niveau, quoi. Donc là, je te parle de centaines de milliers de MTT, tu vois. Alors en live, moi je suis un des Français sur les 10 dernières années qui a peut-être joué le plus de tournois à live, ou pas loin. Je dois être à 1500 plus. Donc je veux dire que sur 1500 MTT... 1500 en 10 ans, ça veut dire que dans toute une vie, t'en feras même pas 15 000. Quoi. Ouais. À 15 000, c'est si on vit 100 ans. Hein. C'est ça. 100 ans de carrière en poker... Si t'en as déjà 30, c'est bien. Si j'en ai 30, c'est déjà pas mal, ouais. Et je pense pas que j'en aurai 30, mais bref. Donc voilà, tout ça pour te dire qu'en live, tu prends, je sais pas si on prend le pool de joueurs moyens qui jouent actuellement les WSOP qu'on connaît très bien. En moyenne, ils ont dû peut-être jouer 800 ou 1000 tournois live. Je pense qu'ils en ont joué moins que moi pour la plupart. 800, 1000 tournois live, mais c'est, en termes de variance, c'est que dalle. Donc tu prends deux joueurs de même niveau. T'en as un qui peut avoir une carrière catastrophique, on va dire, que le mec fait jamais de résultats, qu'il est pas nul, enfin on peut dire qu'il est nul ou qu'il perfecte pas, alors qu'en fait il a le même niveau que le mec qui a accumulé 4 millions de end-on mob en 10 ans, tu vois, sur le même volume et alors qu'ils ont le même niveau. Donc oui, forcément les cas de les trajectoires de carrière en live du moins sont extrêmement soumises à la variance, quoi. Vraiment.
exclu, Loïc. Vas-y. On a écrit un chant. Et le chant va partir au prochain cours. Très bien, très bien. On a des paroles et des couplets. Très bien. Et un refrain. On est prêt. On veut juste un bol de blinde. Vous savez combien de tables finales j'ai vécu dans le poker en plus de 10 ans? Au moins 500. 500 tables, avoir des bons joueurs, avoir des très bons joueurs, avoir des gens dominés techniquement, tactiquement, mentalement. Pourtant, j'ai rarement vu une table finale comme celle du back-to-back d'Alexandre Réard sur le $10 000 Six and It No Limit Hold'em Championship. Il a écrasé ses adversaires. Il a battu ce qui est sûrement le meilleur joueur de poker au monde actuellement. Il n'est plus qu'à un adversaire d'écrire la plus belle histoire du poker français. Par de 8, on peut faire de 7. Là, vous l'avez vu cette grimace? C'est le moment où Alexandre Réard perd un 80-20 contre son adversaire. Il avait 2-8, son adversaire 2-7, il lui fait un 7 au flop. Pas grave, on peut se refaire, sauf que quelques minutes plus tard, Alexandre va de nouveau perdre un 80-20. C'est ça le poker, c'est ça tout le paradoxe, c'est une des plus belles tables finales que j'ai vues. C'est un des meilleurs joueurs de poker au monde que je viens de voir donner une leçon à d'autres joueurs très forts dans cette table finale et pourtant, il est en train de s'éloigner. Il vient de perdre, il n'écrira pas une nouvelle histoire qui aurait pu rentrer dans la légende du poker français parce qu'il vient de perdre 2,80-20. Et c'est ça le paradoxe des cartes. On peut se préparer à être le meilleur, on peut se préparer à battre les meilleurs, mais on ne peut rien faire contre la variance. Alors on recommence, encore et encore. On travaille de plus en plus dur. On se raconte pas d'histoire, on arrête de croire les vendeurs de rêves. On lit, on apprend, on étudie, et on va de l'avant pour à son tour essayer d'écrire une nouvelle histoire dans le poker français. Vu que y a eu trop de vendeurs de rêves sur ce que les gens peuvent gagner dans la vie, enfin au poker, que tu leur montes un graphe qui moi je considère exceptionnel, enfin une redline qui monte avec une courbe bleue plate, enfin pour les joueurs de cash game, le mec qui crush etc, il fait 8BB 100, il fait 8BB 100 NL100, franchement pas ouf, hein, c'est tout ce que tu gagnes. Donc en fait tu peux même pas poster en cash game de graphes parce qu'en fait ils ont eu le cerveau qui ont été détruits par les dernières sorties vidéo de certaines personnes. Et donc ça tu peux même pas le promotionner, hein. De toute façon là je sais plus, je crois que je l'avais dit quelque part, mais va y avoir un ras-le-bol de ce genre de contenu au bout d'un moment et ça va se retourner où les gens vont préférer de la transparence, la vraie.